Bienvenue dans cette nouvelle exploration. Aujourd'hui, on s'attaque à un sujet vraiment fondamental en sciences des données, l'analyse exploratoire des données, ou EDA, comme on dit souvent, pour Exploratory Data Analysis. On a pas mal épluché de documentation pour bien comprendre cette démarche. Oui, c'est un sujet clé. Notre mission aujourd'hui, comprendre ce qu'est vraiment l'EDA, pourquoi c'est si essentiel, et comment ça marche, surtout son lien très très fort avec les graphiques. Hmm, On peut voir ça un peu comme un travail de détective numérique, non? Avant de porter un jugement ou de construire une théorie complexe, eh bien, on rassemble les indices, on observe la scène. c'est une excellente image, oui. L'idée centrale de l'EDA, c'est vraiment ça. Laisser les données parler. Les écouter avant de leur imposer nos propres idées préconçues ou de foncer tête baissée dans la modélisation. D'accord, C'est une philosophie d'ouverture, autant qu'un ensemble d'outils, en fait. ok. Alors, commençons par la base. L'EDA, historiquement, qu'est-ce que c'est? C'est décrit comme l'art de regarder les données pour voir ce qu'elles semblent dire. C'est ça, notre fameux travail de détective, C'est ça. qui utilise des calculs, assez simples, et surtout des graphiques faciles à interpréter pour fouiller les données. Mhm. Le but, c'est pas de prouver quelque chose qu'on croit déjà savoir. C'est plutôt découvrir des structures cachées, repérer des choses surprenantes, Exactement. avoir de nouvelles intuitions, ce qu'on appelle les insights. Et les insights, voilà. Il y a une phrase qui m'a marquée dans nos lectures. Ah oui, La visualisation, dans ce contexte, nous oblige à observer ce que nous ne nous attendions pas à voir. oui, Ça résume bien la puissance du truc, non? Complètement. La visualisation, c'est vraiment un pilier de l'EDA. Et même, je dirais, de tout le cycle de vie des données. pourquoi tant d'importance pour le visuel? Mais parce que les graphiques, ça permet une exploration très ouverte. Ils ne nous enferment pas dans une question unique et précise. Ils nous donnent une vue d'ensemble, et c'est là que peuvent apparaître des structures, des choses inattendues. D'accord. Pensez à des outils tout simples, comme les histogrammes, pour voir comment les valeurs se répartissent, ou les diagrammes en boîte, les boxplots. C'est parfait pour avoir une idée rapide de la distribution et surtout repérer des valeurs qui sortent du lot. Les outliers, oui. Voilà, les fameuses valeurs aberrantes ou outliers. Donc si on reprend notre métaphore du détective, la première étape, c'est un peu de ratisser large, de regarder l'ensemble de la scène. C'est ça. Quels sont les objectifs précis qu'on poursuit en faisant ça? Alors, les objectifs sont multiples. D'abord, maximiser notre compréhension globale des données. Ça, c'est la base. Ensuite, découvrir cette fameuse structure cachée. Identifier les variables qui semblent jouer un rôle important. Détecter les anomalies, les indices un peu étranges. Comme les valeurs aberrantes? Exactement. C'est aussi le moment de vérifier certaines hypothèses de base qu'on fait souvent, parfois sans même s'en rendre compte. Par exemple? Par exemple, est-ce que telle variable suit bien une distribution normale? C'est une hypothèse très courante. Et enfin, l'EDA nous aide à préparer le terrain pour construire des modèles plus simples, plus efficaces, on dit parcimonieux. Parcimonieux, d'accord. Et parfois même, ça aide à trouver les meilleurs réglages pour certains facteurs qui influencent nos données. C'est un programme assez chargé, hein? Et vous disiez que ce n'était pas la seule façon d'analyser les données. Il y a une distinction importante à faire, c'est ça? Tout à fait. Il est vraiment crucial de ne pas confondre l'EDA avec ce qu'on appelle l'analyse confirmatoire des données, l'ACDA. EDA vs CDA. Voilà. Ce sont deux étapes bien distinctes dans une démarche scientifique rigoureuse. L'EDA, c'est la phase d'exploration, c'est la génération d'hypothèses, c'est rapide, souvent qualitatif, ça fait beaucoup appel à notre intuition visuelle pour repérer des formes, des tendances, les patterns. Et donc, c'est un peu subjectif? Oui, forcément, c'est une phase un peu subjective. D'accord. Et la CDA alors? La CDA, elle, vient après. C'est la phase de vérification de ces hypothèses qu'on a générées. Là, on devient plus formel, on utilise des tests statistiques, des méthodes quantitatives, Ah, ok. pour confirmer ou infirmer de manière objective ce que l'EDA nous a suggéré. C'est plus lent, mais plus rigoureux. Et si on ne respecte pas cette distinction? C'est risqué. Les sources parlent d'un empirisme naïf. Ça a l'air un peu intense comme expression. L'expression est forte, c'est vrai, mais elle pointe un vrai danger. Lequel? Si on utilise les mêmes données pour générer une hypothèse via l'EDA et ensuite pour la tester statistiquement sans prendre de précautions, on risque de se convaincre soi-même. Ah oui, je vois. On trouve un pattern, peut-être par hasard, on est content, et on applique un test statistique qui mécaniquement va avoir tendance à confirmer ce qu'on vient de voir. C'est un biais de confirmation, en fait. Exactement.
On utilise les données pour justifier une idée qu'elles nous ont elles-mêmes donnée, mais sans réelle validation indépendante. C'est un piège, je vois. C'est comme si notre détective trouvait un indice et décidait sur le champ que c'était la preuve irréfutable, sans chercher à confirmer ailleurs. C'est une bonne analogie. L'EDA suggère des pistes, des hypothèses intéressantes. Mais ensuite, il faut une enquête plus formelle, plus rigoureuse pour les valider. Donc l'insight graphique de l'EDA, c'est puissant pour suggérer, mais après il faut passer à la confirmation. Exactement. Soit par des méthodes d'inférence graphique spécifiques, on y reviendra peut-être, soit par l'inférence statistique classique, quoi. Bon, alors concrètement, comment notre détective mène son enquête exploratoire? C'est quoi les étapes typiques? Alors, le processus EDA, comme on l'a dit, repose beaucoup sur le visuel. Typiquement, ça se passe un peu comme ça. D'abord, on visualise les données brutes. C'est la première reconnaissance de la scène. Des graphiques très généraux, nuages de points pour voir les relations entre deux variables, Ok, histogramme pour voir la distribution d'une seule variable. la base. Voilà. Ensuite, on affine un peu. On visualise des statistiques descriptives simples. Les moyennes, les écarts types, c'est bien. Mais les visualiser avec des box plots ou des violin plots, ça donne une image beaucoup plus riche de la dispersion, de la forme des données. D'accord, on rentre un peu plus dans le détail. C'est ça. Et enfin, on essaie d'organiser toutes ces vues, tous ces graphiques, pour maximiser notre capacité à détecter des structures intéressantes. Comment ça? Par exemple, en mettant plusieurs graphiques côte à côte dans une matrice. Ça permet de comparer facilement les relations entre plusieurs variables en même temps. Ah oui, les matrices de graphiques. Voilà. Donc, la compétence clé en EDA, c'est vraiment cette capacité à traduire une question qu'on se pose, une question métier, scientifique, en une requête visuelle adaptée. Choisir le bon graphique pour la bonne question. Exactement. Et ensuite, bien sûr, savoir interpréter ce qu'on voit. Un pic dans un histogramme, une tendance dans un nuage de points, un groupe de points isolés. Tout ça, ce sont des indices graphiques qu'il faut savoir lire, savoir interpréter. Et quelles sont ces fameuses questions qu'on pose typiquement aux données pendant une EDA? Quel type d'indices on cherche? Elles tournent souvent autour de quelques grands thèmes. D'abord, la variation. La variation. Oui, comment les variables fluctuent? Est-ce qu'elles sont stables? Comment les valeurs sont distribuées? Est-ce qu'il y a une concentration? Une symétrie? Là, c'est histogramme et boxplot, j'imagine? Exactement. Ensuite, les relations. Y a-t-il des liens entre les variables? Est-ce que quand l'une augmente, l'autre aussi? Ou l'inverse? Les corrélations. Voilà. Les nuages de points sont essentiels ici. Troisième thème, les valeurs typiques et atypiques. Les outliers, encore eux. Oui. Quelles sont les valeurs les plus fréquentes? Et surtout, y a-t-il des valeurs très rares, très éloignées des autres? D'accord. Quoi d'autre? Les groupes. Est-ce que les données semblent se regrouper naturellement en clusters? Si oui, qu'est-ce qui caractérise ces groupes? Voir s'il y a des segments naturels dans les données. Précisément. Et enfin, un point important, les relations conditionnelles. C'est-à-dire, Comment une relation entre deux variables évolue si on ne regarde qu'un sous-groupe spécifique des données? Par exemple, seulement les clients d'une certaine région ou seulement les femmes. ah oui, voir si les relations changent selon le contexte. Exactement. D'accord. Et j'imagine que la manière précise de mener l'EDA, les outils qu'on utilise, ça dépend du type de problème qu'on cherche à résoudre. Tout à fait. On n'aborde pas de la même façon l'analyse de vente mensuelle et la comparaison de deux traitements médicaux. Logique. Les sources identifient différentes catégories de problèmes et l'approche EDA, elle s'adapte. Par exemple. Alors, le cas le plus simple, c'est le problème univarié. On a juste une série de chiffres, une seule colonne, une seule variable Y. Une seule dimension. Voilà, on cherche à comprendre sa tendance centrale, sa dispersion, sa distribution. On fait souvent des hypothèses de base, comme on disait, ROIPT, pas de corrélation entre les mesures successives. Une distribution stable, une moyenne constante, une variance constante. Exactement. L'EDA, ici, ça va viser à vérifier graphiquement ces hypothèses-là. Et à l'opposé, À l'opposé, on a le problème multivarié. Là, on a plein de variables. X1, X2, jusqu'à XK. Et on ne sait pas a priori comment elles interagissent. c'est plus complexe. Oui. L'objectif de l'EDA, c'est alors de découvrir la structure de corrélation entre elles. Voir lesquelles sont liées, lesquelles semblent indépendantes. D'accord. Univarié, multivarié et entre les deux. Il y a plein d'autres types de problèmes identifiés. Le contrôle qualité. Est-ce que mon processus dérive? La comparaison. Ce nouveau produit est-il meilleur que l'ancien? Il y a aussi l'optimisation.
la régression, comment prédire Y à partir des X, ou l'analyse de séries temporelles, comment cette valeur évolue dans le temps. Et chacun de ces types de problèmes appelle ses propres questions et donc ses propres outils graphiques privilégiés, j'imagine. C'est exactement ça. Parlons un peu de ces outils graphiques, justement. Pour le cas univarié simple, là où on vérifie les hypothèses de base, y a-t-il un outil particulièrement recommandé dans les sources qu'on a consultées? Oui, il y en a un qui est souvent mis en avant, c'est le catplot. Catplot. Oui, c'est assez malin comme concept. C'est une matrice de 4 graphiques qui est disposée en carré, 2 x 2, et chaque graphique est conçu spécifiquement pour tester une des hypothèses fondamentales sur notre variable unique. Ah, pratique. C'est quoi ces 4 graphiques? Alors, typiquement, on y trouve, premièrement, un graphique séquentiel, le Run Sequence Plot. Qu'est-ce qu'il montre? Il montre la valeur Y en fonction de son ordre d'observation I. Ça permet de voir si la moyenne semble stable, pas de tendance à la hausse ou à la baisse, et aussi si la dispersion, la variance, reste constante. C'est un peu comme regarder l'électrocardiogramme de la variable, quoi. D'accord, pour la stabilité. Et le deuxième? Le deuxième, c'est le graphique de décalage, ou lag-plot. Il représente la valeur YI en fonction de la valeur précédente, YI-1. Ça sert à vérifier l'indépendance des mesures. Si les points forment un nuage aléatoire sans structure visible, ça suggère que les mesures successives sont indépendantes. S'il y a une tendance, une forme, c'est qu'il y a de l'autocorrélation, que la valeur dépend de la précédente. Ok. Indépendance. Troisième graphique. Le troisième, c'est un classique, l'histogramme, pour visualiser la forme globale de la distribution des données. Symétrique, asymétrique, en forme de cloche. Voilà. Est-ce que ça ressemble à une distribution normale ou pas du tout? Et le dernier, le quatrième. Le quatrième, c'est le graphique de probabilité normale, Normal Probability Plot. Celui-là est un peu plus technique, non? Oui, un peu, mais il est très puissant. Il compare la distribution observée de nos données à ce qu'on attendrait d'une distribution normale parfaite. En gros, si les points s'alignent bien sur une droite, c'est un bon signe. Ça veut dire que nos données sont raisonnablement normales. Et si ça courbe? Si ça courbe ou si ça fait des S, c'est que la distribution est différente. Peut-être asymétrique, peut-être avec des queues plus épaisses. D'accord. Ce catplot a l'air d'être un super outil de check-up de base pour une variable seule. Oui, c'est une très bonne première étape pour comprendre une variable. Et pour voir comment plusieurs variables interagissent, dans le cas multivarié, on utilise quoi? Là, on change d'outil, évidemment. Un grand classique, c'est la matrice de nuages de points, la Scatterplot Matrix. Ah oui, j'en ai vu. C'est une grille de petits graphiques, c'est ça? Exactement. Imaginez un tableau. Chaque case contient une nuage de points montrant la relation entre deux variables spécifiques. Ça permet d'avoir une vue d'ensemble très rapide de toutes les corrélations 2 à 2 entre toutes les variables numériques. Et sur la diagonale? Souvent, sur la diagonale de cette matrice, on met l'histogramme ou la densité de chaque variable individuelle, pour voir aussi leur distribution propre. C'est dense comme information, mais très riche. Oui, c'est un outil très puissant pour l'exploration multivariée. Un autre outil, peut-être plus visuel, c'est le graphique en étoile, le starplot. Graphique en étoile. Oui. Pour chaque observation, par exemple, chaque client dans une base de données, on dessine une petite étoile. Chaque branche de l'étoile représente la valeur d'une variable pour ce client. Son âge, ses dépenses, sa fréquence d'achat, etc. La longueur de la branche est proportionnelle à la valeur. Et on compare les étoiles entre elles? Voilà. En comparant la forme générale des étoiles, on peut repérer visuellement des groupes de clients qui se ressemblent. Ils auront des étoiles de forme similaire. Ou au contraire, on peut repérer des clients très atypiques, ceux qui ont une étoile très déformée ou très grande ou très petite. C'est une approche intéressante pour repérer des clusters ou des outliers de manière visuelle. Oui, ça peut être assez parlant. D'accord. Donc, catplot pour l'univarié, matrice de nuages de points et starplot pour le multivarié. Et on a mentionné qu'il existe bien sûr d'autres graphiques spécialisés pour les autres types de problèmes. Carte de contrôle, boxplot comparatif, graphique d'autocorrélation. Tout à fait. Le message clé, c'est qu'il y a vraiment un arsenal graphique adapté à chaque type de question qu'on se pose sur les données. Et toute cette exploration visuelle, c'est ça qui permet ce que vous appeliez l'inférence graphique. Exactement. C'est utiliser notre système visuel qui est extrêmement performant pour détecter des formes, des patterns, pour générer rapidement des hypothèses sur les données. C'est la grande force de l'EDA. Oui, et c'est le point crucial qu'on a déjà abordé, il faut se rappeler que c'est subjectif. Ce que je vois, ce que vous voyez, on ne va pas forcément l'interpréter de la même façon. Ou on peut voir des patterns, là où il n'y en a pas,
juste par hasard. C'est là qu'intervient l'inférence statistique. Voilà. L'inférence statistique classique, elle, est plus objective, quantitative. Elle prend le relais pour la confirmation rigoureuse. C'est donc le moment de revenir à notre détective. Il a trouvé des indices prometteurs grâce à ses observations visuelles, les DA. Maintenant, comment s'assurer qu'il ne suit pas une fausse piste? Comment on passe rigoureusement à la phase de confirmation, la CDA? Alors, pour éviter ce fameux piège de l'empirisme naïf, il faut des méthodes spécifiques pour valider ces intuitions graphiques. Une méthode assez élégante, qui est décrite dans nos sources, c'est le protocole du line-up. Comme une parade d'identification, en quelque sorte. Le line-up, racontez-nous. L'idée est assez simple, en fait. Vous partez de votre hypothèse, née de l'EDA. Par exemple, tiens, ces données semblent avoir une tendance à la hausse. Ok. On génère ensuite plusieurs, disons 19 pour fixer les idées, jeux de données nuls, c'est-à-dire des données simulées où cette tendance n'existe pas. Du bruit aléatoire autour d'une moyenne constante, par exemple. D'accord. Des données sans le pattern qu'on croit voir. Exactement. Et là, on présente à l'analyste une grille. Une grille avec 20 graphiques. Un graphique basé sur les vraies données et les 19 autres basés sur les données nulles. Le tout dans un ordre aléatoire. Ah, et l'analyste doit retrouver le vrai. C'est ça. La tâche de l'analyste, qui est aveugle, il ou elle ne sait pas où est le vrai graphique, c'est d'identifier celui qui lui semble différent, celui qui contient le vrai pattern, la vraie tendance. Et si l'analyste réussit? Si l'analyste identifie correctement le graphique réel, eh bien ça fournit une preuve statistique, avec un seuil de confiance qui dépend du nombre de graphiques, ici 120, soit 5%, que le pattern perçu initialement n'était probablement pas juste dû au hasard. C'est fascinant comme approche. On utilise un test d'identification visuelle pour obtenir une forme de validation statistique. Oui, c'est une manière d'objectiver l'inférence graphique. Mais ça demande une certaine organisation, j'imagine, pour que l'analyse soit vraiment aveugle. Oui, tout à fait. Ça nécessite souvent une séparation des rôles. Quelqu'un prépare le line-up, l'administrateur, qui connaît la réponse, et l'analyste l'évalue sans savoir où se trouve le vrai graphique. C'est ce que les sources appellent joliment l'ignorance protectrice, pour éviter les biais. L'ignorance protectrice, j'aime bien l'expression. C'est une façon d'objectiver cette interprétation qui reste subjective des graphiques. Et après cette étape de confirmation, CDA, que ce soit via un line-up ou d'autres tests statistiques plus classiques, eh bien, on peut se lancer plus sereinement dans la modélisation prédictive ou l'inférence causale, comme le prévoient des méthodologies projets comme CRISP-DM par exemple. Donc, l'EDA et la CDA alimentent les premières phases de compréhension des données avant la modélisation proprement dite. C'est exactement ça. Exploration, puis confirmation, puis modélisation. Parfait. Bon, si on devait résumer l'essentiel de notre discussion aujourd'hui, l'analyse exploratoire des données, l'EDA, ce n'est pas juste une étape technique dans un projet de data science, c'est avant tout une posture, une philosophie de curiosité. Oui, une ouverture d'esprit. C'est laisser les données nous surprendre, nous guider, notamment grâce à la puissance des outils graphiques. C'est vraiment ce travail indispensable du détective numérique avant de construire des théories ou de tirer des conclusions définitives. Tout à fait. Et la distinction clé à vraiment garder en tête, c'est celle entre EDA et CDA. L'EDA, c'est pour générer les idées, les hypothèses, de manière flexible, visuelle, parfois un peu subjective. L'exploration. Voilà. Et la CDA, c'est pour vérifier ces idées, de manière rigoureuse, objective, quantitative. La confirmation. Les deux sont les phases complémentaires et indispensables d'une même pièce, l'analyse de données faite sérieusement. Exploration et confirmation. Bien noté. Et peut-être pour terminer, une petite question pour Zeit, pour laisser matière à réflexion. On vous écoute? On a vu que l'EDA repose beaucoup sur notre perception humaine des patterns visuels, et que cette perception est subjective, même si des protocoles comme le line-up permettent de valider une hypothèse a posteriori. Comment pourrait-on essayer de minimiser l'influence de nos propres biais, de nos attentes, pendant la phase exploratoire elle-même ? Ah, bonne question. Autrement dit, comment s'assurer que les indices que notre détective croit voir sont bien dans les données et pas juste une projection de son esprit, avant même de passer par une parade d'identification formelle comme le line-up? Quel garde-fou, au-delà de ces protocoles de validation, pourrait-on imaginer pour rendre cette première phase d'exploration un peu moins dépendante de l'œil et du cerveau de l'analyste qui l'amène? Vaste question. Comment rendre l'exploration initiale elle-même un peu plus objective, ou du moins consciente de ses biais potentiels? Intéressant. Voilà une petite chose à méditer.